Un petit bidon, mon pépère. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du tour. On n'a jamais vu ça. Aïe aïe aïe, attention Philippe, vous ne pas rappeler. Allez mon grand, t'es grand aujourd'hui, t'es grand. Chapeau. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast du groupe Eto qui décrypte l'actualité cycliste. On se retrouve après ce week-end des classiques des feuilles mortes, le Tour de Lombardie et Paris Tour qui ont eu lieu ce week-end, samedi et dimanche, avec les mêmes vainqueurs que l'an dernier. On prend les mêmes et on recommence. Tadej Pogačar au Tour de Lombardie et Arnaud Démare sur Paris Tour, dans des configurations, des scénarios de course un petit peu différents, même si Pogačar s'est à nouveau imposé dans un sprint à deux. On va donc revenir notamment sur ce Tour de Lombardie remporté par Tadej Pogačar qui remporte son 3e monument. On va revenir sur la façon dont il l'a gagné et sur la place de cette victoire dans sa carrière, notamment avec nos deux consultants du jour, Louis qui était avec nous la semaine dernière et qui avait pronostiqué Tadej Pogačar. Salut Louis. Salut Mathieu, bonjour à tous. En effet, 50% de réussite, c'est déjà ça, on repart pas à bredouille. Il fallait bien viser, mais de toute façon vous aviez dit Pogačar et Mas avec Anselme la semaine dernière, donc c'est plutôt pas mal sur le Tour de Lombardie. Et notre deuxième compère du jour pour ce podcast, c'est Titouan qui est de retour dans Chasse Patate. Salut Titouan. Salut tout le monde, content d'être là. Et bien moi de même, je suis ravi de t'accueillir à nouveau dans Chasse Patate. Et bien voilà, à présent vous savez tout, attention au départ à Chasse Patate, c'est parti. Alors on va donc commencer par parler du Tour de Lombardie, bien évidemment la dernière course World Tour de cette saison 2022, remportée donc par Tadej Pogačar pour la deuxième année consécutive, le Slovène qui s'est imposé devant Enric Mas dans un petit sprint à deux à l'arrivée à Com. Alors on les a vus se détacher dans le final, et notamment dans la montée du San Fermo della Battaglia, dernière montée, enfin le Civiglio et le San Fermo della Battaglia, les deux dernières montées de la course ce samedi. Tadej Pogačar, Enric Mas, on peut dire sans trop d'inquiétude que c'était assez facilement les deux plus forts de la course ce samedi. Ah oui, il n'y a pas trop de débat, hein. À part Mikel Landa qui a pu vaguement suivre. Enfin vaguement, il a quand même bien tenu dans le Civiglio, mais sinon oui, c'était à une autre dimension par rapport aux autres, quoi. C'était assez flagrant. Et pour le coup, on en avait parlé un petit peu la semaine dernière, le fait que il y avait Tadej Pogačar et Enric Mas qui étaient largement favoris. Toi Titouan, comment tu imaginais la course? Est-ce que tu imaginais qu'il se détache aussi facilement entre guillemets du reste de la meute? Presque. Enfin, j'aurais bien imaginé Vingegaard tenir quand même, parce qu'il avait l'air quand même plutôt en forme, et ils avaient fait des annonces comme quoi il s'était bien entraîné, ils avaient visé le Lombardie. Mais par rapport aux autres, on trouvait la start list, les états de forme de chacun, et avec la fatigue de la fin de saison, et ce qu'on a vu du coup toutes les dernières courses, je suis assez peu surpris, j'imaginais quand même assez ça. Oui. Enfin, pour moi, il y avait vraiment un duo qui se dégageait dans les débats, c'était Pogačar et Mas. Surtout par rapport au Tour d'Émilie, où on avait vu que les autres à côté, ils visaient le podium par rapport à eux. Et bon, Louis, toi, tu nous avais pronostiqué Tadej Pogačar, donc pas une surprise, loin de là de le voir gagner. Non, on savait très bien avant le départ que c'était l'homme à battre. Après, Enric Mas, il a fait tout ce qu'il a pu, mais c'était trop compliqué de décrocher Pogačar. Dans la montée, il a jamais réussi, et dans la descente, il est moins bon descendeur que Pogačar, donc c'était compliqué. Il a tenté après dans le sprint, il était pas ridicule, hein. On sait que Pogačar il est très très rapide au sprint, et Enric Mas c'est plutôt un bon sprint. Alors vraiment, je pense qu'il y avait pas grand chose à faire de plus. Le Slovène était au-dessus de Mas, et les deux hommes étaient au-dessus du reste de la concurrence, hein. Landa n'a jamais pu suivre les deux. Il est revenu à un moment donné parce qu'ils ont un petit peu temporisé, mais derrière, il y avait trop d'écart de niveau, et je parle pas encore de ceux qui étaient derrière. Non, on avait deux hommes forts et qui se sont départagés au sprint, avec un Slovène qui était plus fort que l'Espagnol. Et après sur la façon dont a été courue la course, on a vu notamment l'équipe UAE qui a été très présente. Je vous pose la question par rapport à l'entourage d'Enric Mas avec
notamment ses équipiers, Joao Almeida, Marc Hirschi, Davide Formolo, enfin une assez grosse équipe autour de lui. Là pour le coup ils ont été extrêmement présents. On a quasiment pas vu les Movistar à l'inverse rouler pour Enric Mas, en tête du peloton en tout cas. Est-ce que justement le fait de durcir la course, ce qui a été fait par l'équipe UAE, ça a aidé Tadej Pogacar dans le duel, l'affrontement avec Enric Mas? Je suis pas sûr que ça ait tant aidé Tadej Pogacar parce que par rapport aux autres, en fait, je pense que ça a plus permis d'éliminer des punchers ou les moins en forme, comme par exemple Julien Alaphilippe. Lui, je pense que pour le coup, il a été vraiment essoré par le rythme des UAE et ça l'a empêché même d'être présent dans les débats de la Madonna, de Ghizalo. Et même un Valverde, par exemple, aurait peut-être pu suivre dans le Civiglio sans ce rythme, mais est-ce que ça a joué pour Pogacar face à Enric Mas? Pas sûr, parce que Enric Mas, sur une course d'usure, on ne peut pas dire qu'il soit mauvais. Et dans tous les cas, Pogacar aurait probablement gagné un sprint dans la plupart des configurations. Donc je pense surtout aider à les isoler. Ça a peut-être même d'ailleurs été joué plus en faveur de Mikel Landa, d'ailleurs, je pense, pour son podium. Mais sinon, je pense pas que ça l'ait aidé particulièrement par rapport à Enric Mas, en tout cas. Justement parce que je pose la question par rapport à ce qu'on avait vu une semaine de plus tôt sur le Tour d'Émilie où Enric Mas avait réussi à distancer Tadej Pogacar et tous les autres dans la montée finale de San Luca. Là, Enric Mas, il a essayé d'attaquer à plusieurs reprises. J'ai compté à 3 reprises. On dit que c'est un coureur qui attaque pas. En tout cas, là, il a tenté de le faire pour distancer Pogacar. Mais il n'y avait pas moyen de distancer Pogacar dans la montée. On aurait pu se poser la question si ce n'était pas contre-productif dans la mesure où Enric Mas distance Tadej Pogacar, mais comme ça n'a jamais arrivé, finalement la course n'était peut-être soit pas assez durcie, mais du coup Movistar n'avait pas le collectif pour imposer un tempo plus important, mais non, pour moi ça n'a pas plus servi l'un que l'autre, peut-être par rapport au reste de la concurrence, mais on savait que UAE avait le collectif pour être ultra présent. Alors en plus, ils ont pris la décision de sacrifier Almeida très tôt, je trouve. C'est un coureur qui aurait pu prétendre à peut-être être encore là dans le final. Il faut voir après avec les états de forme. Mais quand UAE a décidé de mettre en route, c'était lui dans les premiers à se mettre en tête du peloton. Le collectif était très très fort. Alors derrière, évidemment, c'était du tout pour Pogacar, parce que si je regarde le classement, le deuxième UAE, c'est Formolo qui était 28e. Mais quand UAE s'est mis en route avec 7 gars, derrière, tu te dis, wow, le collectif, ok, donc ça ferme des portes pour les autres équipes, parce que à quoi ça sert d'attaquer? Les UAE vont sauter dans d'autres trous. Mais en tout cas, non, le collectif était parfait, UAE a fait la course parfaite et voilà, ça a mis Pogacar dans les bonnes conditions. Après, c'est quand même plus facile de faire la course parfaite quand on a aussi le coureur le plus fort. Ça aide, ouais. Mais bien sûr, mais ça, c'est toujours le cas, de toute façon. Après, même si Davide Formolo, quand même, c'était un gros travail qu'il a habitué. Franchement, son relais dans le Civiglio, je crois qu'il reste. Après, il reste que Mas, Pogacar et Valverde dans sa roue, non? C'est le moment où le groupe explose complètement. Il y a Pogacar, Landa, Mas dans la roue, Valverde un petit peu derrière. Je crois qu'il y a Vingegaard qui essaie de recoller et puis après qui explose. Donc c'est le moment en fait où le gros relais de Davide Formolo, c'est là où ça fait exploser tout le monde et on se retrouve ensuite très très rapidement avec le trio Pogacar, Mas, Landa, ouais, en effet. Justement, par rapport à ce travail d'équipe de l'équipe UE, j'ai une question qui me vient. On avait vu sur le Tour de France, notamment l'étape du Galibier, où ils étaient pas forcément présents, alors que les Jumbo étaient très présents pour le coup. Est-ce que là, en termes de qualité de travail d'équipe, de force de frappe collective sur une course, on a déjà vu ça de la part de l'équipe UAE autour de Tadej Pogacar? Sur le Tour de Slovénie. C'est plus facile après le Tour de Slovénie. T'as pas Enric Mas, Mikel Landa en face. Hein. C'est ça, exactement. Non, mais en fait, justement, c'est pour dire que c'est vrai que t'as raison, c'est rare qu'ils aient. J'ai l'impression qu'ils fassent une telle démonstration de force quand il y a une telle concurrence. Quoique, j'ai souvenir du Grand Prix de Montréal où ils avaient bien embrayé et où ils avaient été très très forts, notamment encore avec les mémoires Davide Formolo et Rafał Majka.
qui avait été très très solide. Mais c'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude de voir Tadej Pogačar aussi bien entouré. Et à Montréal, bravo, ça Pogačar avait gagné. en plus. Il y a le Liège-Bastogne-Liège en 2021 que remporte Pogačar, où tu as Hirschi qui termine 6e, et tu avais aussi un grand Formolo. Après, c'est peut-être seulement 2-3 coureurs, mais de mémoire, le collectif UAE était déjà assez impressionnant. Bon, donc, c'est pas la première fois, mais en tout cas, ça a bien aidé Tadej Pogačar déjà à sortir du lot, à se retrouver quasiment seul avec Enric Mas et Mikel Landa, qui était un peu en troisième homme, un peu en arbitre, à suivre de loin, compter les points, essayer de recoller un peu comme il pouvait. Et pour Enric Mas, pour le coup, l'équipe Movistar a été moins en vue. On n'a pas particulièrement vu Alejandro Valverde essayer de travailler, de faire quelque chose pour Enric Mas, même si bon, une fois que Formolo avait mis en route, il n'était plus là. Et est-ce que l'équipe Movistar, pour Enric Mas, aurait pu faire quelque chose pour permettre à l'Espagnol de gagner face à Pogačar? Bah déjà peut-être essayer de faire. Oh, on parle de cyclisme fiction là, mais faire anticiper Valverde. C'est ses dernières courses de sa carrière. Un petit peu de panache aurait peut-être pu être sympa. Mais faire anticiper Valverde, ça aurait peut-être pu être une bonne idée. Est-ce qu'il y avait la Mais place? sinon, Parce déjà- qu'il y avait un gros tempo dans les montées, la Madonna, le premier San Fermat de la Battaglia. Voilà, c'est le problème. Après, Valverde, bon, il est quand même capable, sur sa classe, je pense, d'attaquer et de contrer le tempo des UAE. Après, oui, est-ce que ce serait allé bien loin? Pas sûr, effectivement. Mais déjà, je pense aussi que l'erreur aussi des Movistar, c'était la composition. Quand on voit qu'ils ont Garcia Cortina, Rojas et Erviti, quand on a vu le profil du Lombardie, c'était peut-être pas les hommes à emmener, forcément. Ils ont de meilleurs grimpeurs que ces coureurs-là, même si bon, ils montent bien, ils grimpent bien. Mais peut-être des meilleurs grimpeurs dans l'effectif, ça aurait peut-être pu aider aussi, je ne sais pas. Oui, il suffit de voir l'écart entre Valverde et le troisième de l'équipe Movistar, à savoir José Joaquín Rojas, qui termine à plus de 11 minutes. Donc assez rapidement dans le final, il n'y avait plus beaucoup de force vive pour tenter de faire quelque chose. C'est là où on a vu Enric Mas se retrouver rapidement seul avec Alejandro Valverde. Quand tu as en face Pogačar qui a encore pas mal d'équipiers, de gros équipiers, ça devient là aussi un peu compliqué de mettre en place une telle tactique. Après bon, faut pas non plus dévaloriser la performance d'Enric Mas. Une deuxième place, on en parlait déjà un petit peu la semaine dernière, après la Vuelta également, par rapport à la saison qu'il a fait. Si on regarde sa saison avant la Vuelta, faire deuxième de la Vuelta, deuxième du Tour de Lombardie, c'est une fin de saison extraordinaire pour lui. Ah oui, d'autant qu'en plus, c'est pas un coureur qui brille énormément sur les courses d'un jour. J'ai vérifié, un de ses meilleurs résultats avant sur une course d'un jour, c'est un podium Move Ventoux dénivelé challenge. Sinon, il avait fait 8e à la Classica San Sebastián en 2019, déjà une année où Remco avait gagné. Mais c'est vrai que c'était inespéré avant même la saison, justement, de le voir faire de si bonnes performances en fin de saison en Italie. Et ben on verra l'an prochain pour Enric Mas sans Alejandro Valverde à ses côtés. Il y aura un leadership assumé encore plus de manière unique, en tout cas en montagne. On verra ce que fera l'équipe Movistar l'an prochain. Déjà éventuellement pourquoi pas sur la fin du recrutement. Après aussi, on a un petit peu évoqué le rôle de Mikel Landa. Voilà, j'ai dit c'était un peu le troisième homme, l'arbitre un peu de loin qui essayait de suivre, qui était là pas très loin, compter les points. C'était un peu comme sur le Giro, il était en troisième homme sans vraiment non plus arriver à pouvoir se mêler à la lutte parmi les deux de tête. Bah, honnêtement, j'ai été surpris, je m'y attendais pas du tout. Et d'ailleurs, je pense honnêtement que pas beaucoup de gens auraient parié sur un Mikel Landa en troisième larron, à la fois si proche mais si loin du niveau de Pogačar et Mas. J'ai été très surpris plutôt. Enfin, en tout cas, je n'avais pas prévu de le voir ici. Peut-être c'est une erreur de ma part, mais je pense que peu de gens s'y attendaient. Il a fait une très belle course. Il a peut-être justement profité du serrage de vis de l'UAE un peu plus tôt dans la course pour être là et grâce à son endurance être présent dans ce bon final. Il a fait ce qu'il a pu, mais honnêtement, il n'y avait rien à faire pour être devant. Mais c'est clair qu'il se détache justement de l'adversité de Mas et Pogačar. Je parle notamment
du groupe Bardet, Rodriguez et compagnie, qui était pour le coup vraiment un énorme cran en dessous de Pogacar et Mas. Et Landa, il était entre les deux et il a fait ce qu'il a pu, il a géré son effort. Après, c'était dur de faire mieux. Enfin, pour moi, c'est même impossible. Ou alors, il aurait vraiment fallu que les deux devant se neutralisent et qu'ils en profitent. Mais bon, on laisse pas comme ça gagner nos adversaires, même si on a vu ce genre de choses dans le cyclisme. Ça peut arriver, un scénario comme ça. Mais là, ce sont Mas et Pogacar. Et ils ont bien joué le coup. Mais Landa fait une très très belle course. Et c'est cool de le voir à ce niveau. Titouan, c'était une surprise pour toi aussi de voir Mikel Landa se retrouver là, troisième du Lombardie. Ah oui, bah, j'allais rebondir justement en disant que bah, déjà, en plus, historiquement, pour lui, c'est pas une course qui lui réussit trop. Bon, déjà, souvent, il n'a pas trop de chance en fin de saison. Enfin, on se souvient notamment de 2018, où il semblait partir pour une bonne fin de saison, puis il avait été fauché à la Classica San Sebastian. Et oui, on ne l'avait jamais trop vu à l'aise en Lombardie. Et là, un podium, c'est assez inespéré, d'autant que depuis la Vuelta, il avait couru juste le Grand Piemonte, donc le 6, 2 jours avant. Et bon, c'était pas vraiment une course pour son profil, donc normal, on l'avait pas vu à son avantage et c'était normal. Mais oui, c'est d'autant plus surprenant, surtout qu'il n'avait pas donné l'impression en fin de Vuelta de finir particulièrement fort. On ne se doutait pas qu'il allait avoir ce niveau un mois plus tard. Oui, il avait Enfin, fini seulement 15e de la Volta, puis après, de la manière que tu disais, Enric Mas, c'est pas un coureur de course d'un jour. Mikel Landa, c'est un peu le même genre. Déjà, on le voit pas beaucoup sur des courses d'un jour, mais si on regarde, avant le Tour de Lombardie cette année, il avait que 3 podiums en course d'un jour. En 2012, Grand Prix Miguel Indurain, en 2013, le Tour de Madrid, et en 2021, le Grand Prix Industria et Artigianato. Donc c'est loin d'être un spécialiste des courses d'un jour, plus courses par étape, donc il y a aussi ça. Oui, bon après, il a quand même fait quelques accessites sur Liège de mémoire, et la Classica évidemment. Mais bon, c'est clair que c'est pas sa tasse de thé. Et après, côté français, on a deux coureurs dans le top 10, Rudy Mollard 8e et Robin Bardet 9e. Ils étaient dans ce groupe avec, comme vous en avez parlé, Valverde, pendant un moment aussi avec Rodriguez et Higuita. Pour Rudy Mollard et Robin Bardet, c'est un bon résultat, un bon Tour de Lombardie. Bah, pour Rudy Mollard, ouais, c'est une très belle performance. C'est son premier top 10 sur un monument, donc ça montre encore une amélioration de ses résultats, malgré qu'il vieillit un petit peu. Mais ouais, c'est cool que on savait que la Groupama FDJ, sans Godu, sans Pinot, ça allait être compliqué. Un Valter qui n'était pas non plus au niveau. Bah voilà, Rudy Mollard, il arrive, il fait une super course, il s'accroche à des mecs comme Higuita, Bardet, Yates. Non, c'est propre, c'est une belle performance. Alors évidemment, on ne retiendra pas forcément le 8e du Tour de Lombardie 2022, mais pour lui, c'est une vraie référence et franchement, chapeau à lui. Après, concernant Romain Bardet, il a fait ce qu'il a pu. Voilà, fin de saison, c'est toujours particulier. On savait que ce parcours peut lui convenir. Il a fait ce qu'il a pu. Il y a même un moment où il me semble que c'est dans le Civiglio, il doit être 4 ou 5e de la hiérarchie. Il décroche même ses adversaires. Donc, même, par exemple, je crois que c'est lui qui fait exploser Vingegaard, si je ne me trompe pas. Oui, il a tenté. Hein. Ah bah il a tenté Romain mais ouais, il fait une bonne course. Après dans le final il est battu parce que Higuita et Rodriguez partent en facteur et finalement ils se sont jamais revus. Et après dans le sprint on le sait pas super rapide par rapport à Valverde, ça nous rappelle évidemment Innsbruck mais ouais, après non Romain Bardet et Mollard ont fait une bonne course, ils sont à un bon niveau. Celui qui est un peu déçu, évidemment, c'est Alaphilippe. C'est une question de physique. Hein. Il était trop court et il y a rien à dire là-dessus. Le coup de vis des UAE lui a été fatal. Après, honnêtement, à un moment donné, on va pas lui laisser le cadeau non plus d'arriver au pied du Civiglio à 100%, sans énergie dépensée. C'est aussi le jeu des équipes de coureurs plus grimpeurs, un peu moins puncheurs. C'est de mettre en difficulté les puncheurs, dont Alaphilippe. Et voilà, là, physiquement, il n'était pas au niveau pour jouer la victoire. Il a fait ce qu'il a pu, ma foi, c'est comme ça. Au niveau des Français, on peut relever également la bonne performance de Warren Barguil, qui vient chercher un top 12, une saison régulière pour le Breton. C'est un résultat correct. Et également, du côté de l'équipe AG2R, Clément Berthet, qui vient chercher un top 15, 14e, c'est super. C'est pas un coureur dont on avait parlé dans la preview, et il sauve un peu la course de son équipe.
franchement, c'est super ce qu'il fait. Il est passé dans une équipe World Tour seulement l'année dernière, donc il continue de s'adapter et c'est encourageant pour la suite. Il avait déjà terminé 14e de la Classique à San Sébastien, donc c'est un coureur qui est capable de performer. Et si jamais dans les années futures il n'est pas malchanceux avec les blessures, ouais, ça peut devenir une bonne carte pour AG2R sur les classiques. Alors peut-être pas pour aller chercher une victoire, mais pour aller chercher un résultat honorable. Bon, avec tout ça, tu nous as fait un petit peu tout le panorama des Français sur ce Tour de Lombardie. On a le point de vue complet. Après, c'est vrai, tu as raison de rajouter qu'on a au total 4 Français dans le top 15, hein, avec Warren Barguil 12e et Clément Berthet 14e. Titouan, pour toi aussi, la performance de Rudy Moulard, de Romain Bardet, au final, c'est positif, comme le disait Louis. C'est du positif. Après, bon, je vais peut-être être un peu dur avec lui, mais je suis un peu déçu pour Romain Bardet. Je pense qu'il pouvait chercher mieux, surtout que tu disais, Louis, qu'il n'avait pas un si bon sprint par rapport à Valverde, mais bon, on l'a vu cette année qu'il avait quand même un bon sprint, qu'il avait vraiment amélioré ce point-là. Et surtout que bon, il s'est battu par Rudy Mollard et Bauke Mollema, justement. Enfin, il aurait pu faire un peu mieux. Bon, après, c'est anecdotique, mais je suis un peu déçu pour les deux Français qu'ils n'aient pas pu suivre le coup, qui était pour le coup plus un coup tactique qu'un coup physique de Higuita et de Rodriguez. Bon, voilà. Après, on ne va pas cracher non plus sur un double top 10. Surtout pour Rudy Mollard, c'est vraiment une très belle performance pour lui. Il clôture quand même une bonne saison, mine de rien, pour lui. Bon, pas de victoire, mais son maillot rouge sur la Vuelta, on s'en souvient. Et voilà, alors que c'est pas un coureur qu'on voit souvent dans la lumière. Et j'aimerais bien souligner aussi quand même la bonne surprise de Rémi Rocha. Bon, il finit 25e, c'est pas flamboyant sur le papier, mais dans la manière, on l'a vu assez à l'aise dans les montées. Et par rapport à son leader Guillaume Martin, qui semble un peu moins bien en cette fin de saison, qui commence à fatiguer, logiquement, c'est agréable à voir, surtout qu'il a une saison compliquée, Rémi Rochas. Donc, ouais, petite note positive quand même de son côté. Il finit en plus juste derrière Nibali. Bon, c'est plus anecdotique maintenant, mais voilà. Et pour revenir sur le point évoqué par Louis concernant Julien Alaphilippe, c'est petite déception, mais en même temps on avait cette incertitude, comme il le disait, de son niveau physique. On avait eu petit motif d'espoir, notamment sur la Copa Bernocchi, où on l'avait vu à l'attaque, assez actif. Finalement, sur une course de 250 km, c'était fatalement trop compliqué, vu comment ça a été couru avec son niveau de forme. Oui, et puis déjà, bon, le Civiglio, pour lui, ça commence à être un col un peu dur par rapport à Tadej Pogacar, par exemple. Puis effectivement, dans cette saison-là, avec ses différents soucis entre sa chute, son Covid, ça semblait quand même un peu compliqué pour lui, déjà sur le papier, de suivre ça. Donc pour moi, je ne suis pas particulièrement déçu, même si, après ses attaques sur la Copa Bernocchi, je me disais qu'il pouvait éventuellement le faire sur un malentendu. Bon, après, les UAE, comme on disait, étaient trop forts. Je pense qu'il n'y a pas trop de regard à voir de son côté. Après, c'est quand même dommage que chaque année, depuis 2018, soit il ne participe pas, soit soit là, il est hors de forme. C'est un peu dommage parce que ça pourrait être un monument à sa portée. Après, avec Liège, évidemment, qu'il n'a toujours pas remporté. Il faudra voir l'an prochain, une fois qu'il sera véritablement débarrassé de la malédiction du maillot arc-en-ciel. C'est ça. Et ouais, j'espère qu'il pourra marquer quand même son nom au palmarès. Il mériterait. Bon, il y a moyen, puis de toute façon, il y a encore plusieurs saisons devant lui, plusieurs occasions pour Julien Alaphilippe. Voilà, on va espérer que déjà l'an prochain, il arrive à revenir à 100% sans pépin. Ça sera déjà un bon début pour lui. Pour finir sur ce Tour de Lombardie, on va mettre en perspective, je vous propose de mettre en perspective la victoire de Tadej Pogacar par rapport à sa saison. Alors on l'avait vu tenter à nouveau de remporter le Tour de France, il a fait 2e. Il n'avait pas remporté de monument comme il l'avait fait l'an passé avec Liège-Bastogne-Liège avant d'arriver sur ce Tour de Lombardie. Est-ce que cette victoire sur le Tour de Lombardie, elle sauve la saison de Tadej Pogacar ou était déjà très réussie? Oh, c'est dur de parler de sauvetage quand même, hein. Quand on regarde, quand tu termines 2e du Tour de France, que tu gagnes à Montréal, que tu gagnes Tirreno, c'est dur de parler de sauvetage. Ok, c'est le seul monument de sa saison, mais je connais beaucoup de coureurs qui seraient contents de parler de sauvetage pour une saison comme ça. Non,
on peut pas dire non plus que c'est une victoire banale, ça reste un monument, mais est-ce que ça va changer quelque chose dans la carrière de Pogačar? Pas plus que ça, mais c'est encore amplifier et enrichir son palmarès, ça c'est clair. Plus que sauver, en fait, ça, je dirais plutôt que c'est la cerise sur le gâteau de sa saison. Bon, c'est quand même assez fou de se dire qu'une saison avec, ou avant même le Lombardie, un podium sur le Tour, Tirreno, Strade Bianche, Montréal, ce soit considéré comme une saison ratée, c'est dire la saison du bonhomme. C'est dire le bonhomme tout court quand même aussi. C'est dire que si ça c'est raté, alors c'est qu'on a des exigences extrêmement élevées pour lui. C'est ça. En fait, on attend à chaque course où il arrive, où il se prend le départ. À chaque course où il prend le départ, on pense qu'il va gagner. On l'attend comme grand favori. Même Milan-San Remo, qui n'avait jamais participé, beaucoup le voyaient vainqueur, même le Tour des Flandres. Donc on est presque déçu quand il gagne pas. Mais oui, non, un sauvetage de sa saison, ce serait peut-être un peu exagéré, mais ça confirme quand même qu'il fait une bonne saison. Enfin, très bonne saison, mais pour ses standards, qu'il n'est pas proche de la fin de carrière non plus, quoi. Oui, bah il est encore bien jeune, hein, 24 ans. On voit il est encore numéro 1 mondial au classement UCI, donc ça montre qu'il est toujours le numéro 1 mondial. Alors après voilà, il y aura toujours les débats. Est-ce que c'est le coureur de la saison? Est-ce que c'est Remco Evenepoel? Est-ce que c'est pourquoi pas un autre? On verra, on en parlera. On fera un podcast dédié à ça. Voilà, fin du mois d'octobre, peut-être début novembre, on verra pour revenir là-dessus. Mais donc bon, si on va dire pour résumer la victoire de Tadej Pogačar, comme le disait Titouan, c'est la cerise sur le gâteau de la saison de Tadej Pogačar. Ben voilà, avec tout ça, on a fait plus ou moins le tour de ce Tour de Lombardie. Hein. Si vous avez quelque chose à ajouter, n'hésitez pas. À présent, je vous propose de passer à l'autre classique qui partage le surnom de classique des feuilles mortes, la course des feuilles mortes côté français. C'était sur des chemins en terre, mais c'était pas le mondial de Gravel, remporté par Pauline Ferrand-Prévot et Gianni Vermeersch au passage. C'était Paris-Tour, remporté pour la 2e année consécutive par Arnaud Démare, avec là un scénario différent de l'année dernière. On se souvient que l'année dernière, Arnaud Démare s'était imposé dans un sprint à 4 face à Frank Bonamour, Jasper Stuyven et Stan de Wolf. Et là, cette année, il s'est imposé dans un sprint à peu près massif devant Edward Tuns et Sam Bennett. Alors justement, hein, de voir une finale au sprint, c'est la première fois depuis la nouvelle formule de Paris-Tour, depuis l'arrivée de ces chemins de vigne, l'arrivée des chemins de vigne qui remonte à 2018, pour le préciser. Comment est-ce qu'on explique justement que cette course, même si elle a été très animée, et elle a été très animée, c'est pas du tout un problème que ça arrive au sprint, c'est comment on explique que ça se soit terminé au sprint pour la première fois depuis l'arrivée des chemins de vigne? J'ai l'impression déjà qu'il y a eu moins de crevaisons. Alors je sais pas si c'est qu'une impression ou si c'est vrai, j'ai pas les stats, mais j'ai l'impression qu'il y a eu moins de crevaisons et que ça a permis une meilleure réalisation des coups. Et j'ai aussi un peu l'impression qu'il y a eu moins d'attaques dans les secteurs. Bon, après, on n'a pas été aidés non plus, nous, spectateurs pour le spectacle, par la crevaison de Benoît Cosnefroy, qui pour le coup avait l'air d'avoir des jambes et aurait été clairement un élément déclencheur de la bataille dans les petites côtes. Mais sinon, ouais, parce que j'ai failli dire que ça aurait été dû à une moins grande présence de plus grande présence de sprinters cette année par rapport à l'année dernière. Mais finalement, c'est à peu près la même start list. Les équipes et encore, on a perdu des sprinters en cours de route. Hein. On a eu les abandons d'Arnaud Delis, Jasper Philipsen qui a été mis hors course assez rapidement aussi. Voilà, et malgré tout ça, on a quand même eu un sprint. Alors qu'en plus, l'année dernière, on avait aussi Jasper Philipsen, Christophe Laporte encore dans sa version Cofidis, disons. On avait vraiment beaucoup de sprinters, Dylan Groenewegen aussi. Et ça n'avait pas empêché des coups de partir, quoi. Donc moi, ouais, plutôt une surprise quand même de voir ça. D'autant qu'on a quand même vu Arnaud Démare à l'aise dans les bosses, son équipe aussi. Donc moi, je m'attendais à ce qu'il gagne plus. Après, peut-être que la présence d'Olivier Legac à l'avant a aidé, je ne sais pas. Louis, qu'est-ce que tu en as pensé toi de cette course qui s'est terminée au sprint? Moi, je trouve justement que quand on regarde la startlist, il y a, je pense 80% des équipes qui avaient un sprinter capable de faire un très bon résultat. Donc forcément, les intérêts de beaucoup d'équipes, c'était d'arriver au sprint. Par exemple, une équipe comme Ineos qui n'avait pas de sprinter, elle, plutôt, on les a vus à l'attaque, avec notamment Hajduk qui a fait une très belle course.
Et puis on va dire les plus petites équipes en continental, genre Nice Métropole, Nantes U, UNOX, même on avait BNB qui avait mis Coujard devant. Ces équipes-là avaient intérêt à dynamiter la course, mais bon, c'était même pas suffisant, alors que l'échappée a très bien résisté en plus. Mais quand on regarde toutes les équipes, Groupama, bon, Lotto Soudal, ils ont perdu leur sprinter, donc c'était hors course, mais même UAE, enfin, toutes les équipes avaient un sprinter capable de jouer à la victoire. Et le surnombre également collectif de Groupama UDJ a beaucoup aidé à ce qu'on ait un sprint final. Et malheureusement, comme tu l'as dit, Titouan, la crevaison de Cosnefroy, c'est un des acteurs de la course, enfin, un des coureurs qui aurait pu jouer sur la course. Il y avait également Nassen qui a crevé au plus mauvais moment. Donc, quand tu perds des coureurs capables de dynamiter la course, forcément, il y a un peu moins d'action. Puis derrière, voilà, le sprint s'est joué et Arnaud Démare a été le plus rapide, bien emmené par Stéphane Kung. Et après aussi, on a vu une échappée qui allait très loin dans la course, alors repris par les attaques qui sont survenues en cours de route, mais les échappés ont été repris à quoi 2 km, 1 km et demi de l'arrivée. Est-ce que ça aussi, ça a joué sur le fait qu'on n'a pas eu énormément d'attaques, énormément de tentatives, de se dire on a un gros retard sur l'échappée, il faut d'abord revenir se rapprocher? C'est que les équipes potentiellement concernées étaient avec quelqu'un à l'avant. Par exemple, Ineos, ils auraient pu avoir d'autres attaques avec d'autres coureurs, mais bon, il y avait Team Hajduk à l'avant, donc ils n'avaient pas spécialement intérêt. Pareil, Groupama FDJ, ils auraient pu avoir des attaques avec Kung ou même Demar comme l'année dernière, ou plus simplement Genietz, mais ils avaient Olivier Le Gag déjà à l'avant. Ouais, c'était le cas de plusieurs équipes, donc je pense que ça a pu aider, mais après, je sais pas, parce qu'il y avait quand même plusieurs équipes avec encore pas mal d'équipiers. Et ça, je saurais pas trop l'expliquer parce que on n'a pas eu un rythme, j'ai l'impression, plus faible dans les secteurs. Ça a bien envoyé. Donc c'est quand même une surprise. Enfin, dans les secteurs et les boss aussi. En fait, alors vous me direz ce que vous en pensez, mais moi j'avais l'impression que ça roulait, ça s'arrêtait, enfin le peloton il avait pas l'air extrêmement organisé. Ouais, après, je trouve qu'il y a des équipes qui ont peut-être manqué un petit peu d'un esprit offensif. Enfin, quand on voit le top 10 et que le 8e, 9e et 10e, ça est des coureurs de la Arkea Samsic, tu me dis, c'est dommage, il y avait peut-être moyen de former un petit groupe, d'aller chercher mieux qu'une 8e place. Je pense par exemple à Mathis Louvel, bon, il fait 8e de Paris-Tours, c'est très bien. Mais peut-être que s'il avait été un peu plus offensif, alors que ça se trouve, il ne pouvait toujours tout simplement pas, mais il y avait moyen de jouer d'une autre façon pour créer plus d'écart, des petits groupes. Et puis ça se joue différemment. Pareil, Total Energy qui font 6 et 7e. Il y avait des équipes qui étaient très bien représentées dans ce groupe et qui n'ont pas forcément pris les choses en main. Alors il y avait la Groupama FDJ qui était vraiment en gros surnom, donc ça peut jouer. On se dit c'est pas à nous de rouler, c'est à la Groupama de faire le tempo et c'est ce qui s'est passé. Et en plus, le fait de ne pas avoir essayé plus d'isoler Démare, du coup, c'était amener Démare dans des très bonnes conditions pour le sprint. Je suis pas trop d'accord avec toi, Louis, quand même, parce que déjà, les RK, ils ont tenté. On a vu Clément Russo à l'avant. C'était, je crois, un des derniers de l'échappée, même à attaquer. Bon, on aurait plutôt dit qu'il lançait quelqu'un d'autre de l'échappée, vu comment il s'est repris rapidement. Mais bon, il a quand même tenté. On peut pas lui enlever ça. Mais je trouve que les équipes ont tenté les adversaires de Démare. Après, le problème qu'ils ont eu, c'est que chaque fois, il y avait un membre de la Groupama FDJ qui suivait. Chaque fois, dans les coups, il y avait un Groupama qui suivait. C'était pas l'un, c'était l'autre. Bon, je pense aussi qu'il y en a qui ont joué de malchance. Je pense au Jumbo-Visma. Bon, le sprint était compliqué un peu avec Coy. Aussi même les Total Energy, quand on dit Turgis qui était un peu hors jeu, je sais plus si c'est à cause d'une crevaison ou d'une chute. Il est tombé. Il tombait. Bon, ça me répond. Et ça aide beaucoup moins à créer des mouvements, quoi. Quand on a des leaders, même des solides équipiers qui sont hors jeu, je pense qu'on peut pas trop faire de procès d'intention à ce niveau aux équipes. Elles ont tenté, j'ai l'impression. Voilà. Mais c'était compliqué d'aller faire mieux avec les circonstances, avec les crevaisons, les coureurs qui se retrouvaient devant, les adversaires qui se retrouvaient à suivre. C'était compliqué de pouvoir faire différemment. Ouais, et puis je pense qu'à un moment donné, tu sors du dernier secteur, de la dernière côte, tu vois qu'il y a un peloton de 50-60 coureurs,
tu sais que c'est compliqué de sortir. Les chemins de Vigne ont moins fait de sélection avec les crevaisons que les autres années. Alors tant mieux pour l'équité de la course, mais derrière, ouais, c'était compliqué d'éviter un sprint. Hein. Le collectif Groupama FDJ a vraiment bien scellé la course et Demar était en bonne forme pour faire un bon sprint. Oui, puis en plus, une fois que les secteurs étaient passés, le parcours était vraiment super favorable aux sprinters. C'était que des grands boulevards, que des routes bien larges, bien plates. Pas particulièrement de vent défavorable ou défavorable d'ailleurs, je crois. Donc vraiment pas de quoi attaquer, c'était compliqué pour tous. Et justement, alors bon, c'est facile de le dire une fois qu'ils ont gagné, mais la Groupama FDJ, autour d'Arnaud Démare, ils ont couru parfaitement avec Olivier Legac qui a suivi le coup de 5-7 coureurs, même s'il y avait Sam Bennett, c'était un peu l'inconnu aussi à un moment de se dire, est-ce qu'ils n'avaient pas un peu le cul entre deux chaises à se dire, on roule pas dans le peloton parce qu'on a Olivier Legac devant, mais en même temps, Olivier Legac qui est face à Sam Bennett, il gagnera pas au sprint. Bah, objectivement, c'est vrai que c'était bon. Mal joué, j'irai pas jusque-là, mais c'était compliqué pour eux. Je pense qu'ils ont eu un peu de chance quand même, qu'ils aient eu des alliés de circonstance dans l'histoire. Bon, après, ils ont quand même roulé un moment derrière l'échappée avec Olivier Legac. Je me souviens d'avoir vu Stewart beaucoup rouler. Et bon, après, c'était quand même aussi assez facile pour eux de bien jouer parce que leur collectif était assez monstrueux. Jack Stewart, il a fait une course assez folle. Stéphane Kung, bon, il a fait un peu son pilote, il a fait un relais de 500 mètres, je crois, à fond, qui a placé Demar dans des conditions parfaites et qui a permis aussi de revenir dans le final. Et même Kevin Genietz a bien participé, tout ça. Enfin, j'ai pas vu de collectif plus solide sur la course. À la limite, il y avait les Jumbo Visma, mais qui eux ont joué de malchance. Je crois qu'il y a Mike Tennyson et Eduardo Affini qui ont crevé. À un moment, il y a une sortie de secteur, on voit Mike Tennyson, Jos van Emden et Tim Van Dyke arrêtés. Donc là, ça fait 3 coureurs d'un coup qui sont en dehors, faut arriver à revenir, quoi. Bon, après, tant mieux pour l'équipe Groupama FDJ qui est quand même souvent habituée des crevaisons. On se souvient de Paris-Roubaix d'Arnaud Démare. Donc là, tant mieux pour eux que la roue tourne à ce niveau-là. Avec une meilleure pneumatique, je sais pas. Et Louis, qu'est-ce que tu dirais sur l'équipe Groupama FDJ? Ils ont été au-dessus du lot collectivement, comme le disait Titouan, tactique plus ou moins parfaite. Hein. Ouais, c'est ça. Bah, je me répète encore, parce qu'il me semble que j'en ai déjà parlé il y a quelques instants, mais ouais, ils ont été le meilleur collectif de la course là-dessus. Et encore, on n'avait pas un Madouas, qui est également ce genre de coureur capable d'aider dans un collectif. Mais ouais, ils étaient au-dessus. Après, c'est pas pour faire offense aux autres équipes, bien sûr, mais ouais, c'était dur d'aller chercher les groupes FDJ. En plus, ils n'ont pas été trop touchés par les crevaisons, à part Genietz. Mais ouais, non, ils étaient au-dessus. Moi, là où ils auraient pu perdre la course, finalement, c'est peut-être dans le dernier kilomètre, où il n'y avait plus que Kung pour lancer Demar. Alors, on sait très bien que Kung, c'est pas le coureur le plus explosif. On aurait pu craindre à ce moment-là que ça bascule dans le mauvais côté pour Demar, qu'il se fasse enfermer dans le sprint. Enfin, voilà. Le fait de se débrouiller tout seul, ça aurait pu lui être fatal, mais comme il n'y avait plus beaucoup d'équipiers pour lancer les autres sprinters, voilà, et c'était presque du 1 contre 1 et il a lancé le sprint à aller 200-250 mètres, c'est un sprint long, et il a parfaitement géré son effort pour gagner et garder une longueur d'avance sur Tuns et Bennett. Et pour Arnaud Démare, donc cette victoire, on peut dire ça récompense une belle fin de saison. Il avait enchaîné les deuxièmes places depuis son retour sur le Tour de Pologne début août. Il a enchaîné 7 deuxièmes places pour 3 victoires en comptant Paris-Tour. Là, ça récompense donc une bonne fin de saison, on peut dire ça? Ah oui, ça a une belle fin de saison, mais même une belle saison. Ça clôture une saison, comme souvent dans les années européennes pour Arnaud Démare, 2020-2018, qui étaient quand même des très très belles années pour lui. Ça clôture quand même une belle saison, notamment avec ses 3 victoires sur le Giro et le maillot cyclamen. Vraiment, Paris-Tour, je pense que ça conclut ça. Après, c'est peut-être pas le succès, le plus gros succès de prestige qu'il aurait pu avoir cette saison, même si, bon, il avait axé sa préparation dessus. Mais ça récompense vraiment bien sa saison qui présente quand même un beau relief.
Même si bon, il n'a pas toujours sprinté parfaitement, il n'a pas toujours été parfaitement emmené, il y a eu quelques couacs, on se souvient, notamment Pologne. Voilà, mais franchement, ça reste une très belle saison pour lui et Paris Tour. Je sais pas s'il pouvait gagner d'aussi belles courses d'un jour cette saison de cette aussi belle manière. Bon, après, il y a parmi les courses où il fait deuxième, il y a notamment le championnat d'Europe. Bon, compliqué face à Fabio Jacobsen, mais voilà, ça fait partie de ces courses où il a fini deuxième. Après, faut aussi quand même signaler que cette victoire sur Paris Tour, elle arrive au terme d'une saison 2022 qui, notamment l'intersaison, va marquer un peu une fin de cycle avec les départs de Ramon Sinkeldam et de Jacopo Guarnieri. On va avoir un nouveau train, une nouvelle organisation autour d'Arnaud Démare, donc pour un nouveau départ, un nouveau cycle, une saison complètement différente. Là, c'était la meilleure manière de finir là-dessus. Louis, qu'est-ce que tu en dirais, toi, de Arnaud Démare? Ouais, c'est une bonne saison. Après, je me répète un peu par rapport à Titouan, mais ouais, il fait une saison solide, les victoires sur le Giro et derrière cette bonne fin de saison. Alors évidemment, il passe à côté il passe à côté de plus de succès, mais ouais, Paris Tour, c'est sa course, quoi. C'est la 4e fois qu'il termine sur le podium. De mémoire, il y a peut-être que Eric Zabel qui a dû terminer 5 fois sur le podium. Il y a Oscar Frey qui doit terminer 4 fois sur le podium également. Voilà, il rentre dans ses coureurs qui aiment cette course de fin de saison. Et c'est super pour lui. Voilà, il se construit vraiment un sacré palmarès. Il doit être à quoi, 90, 91 victoires, quelque chose comme ça. Et ouais, après, c'est mérité. C'est un coureur qui bosse beaucoup. Moi, j'avais beaucoup apprécié le livre où il racontait comment il voyait sa progression, son entraînement de cyclisme. Et là, on le voit, le Arnaud régulier, pas toujours vainqueur, mais régulier et fort dans ses courses où le rythme est important, où il y a de la sélection tout de même. Voilà, et en plus, derrière le sprint long qui sort, ouais, il faut le faire. Hein. Il y en a beaucoup qui se seraient écrasés dans les derniers mètres. Oui, ça montre que c'est un sprinter très très costaud. Donc c'est un peu le très bon exemple de quel coureur est Arnaud Démare. Pas juste un sprinter costaud qui en plus sait bien passer les bosses. Paris Tour, ça l'illustre très bien. Ça illustre très bien son profil, on va dire. D'ailleurs, l'année prochaine, il paraît que de ce que j'ai lu, il devrait plutôt se réorienter vers un profil plus. Enfin, il devrait davantage se concentrer sur les classiques. Peut-être qu'il a d'ailleurs en idée le championnat du monde à Glasgow, qui est pas très difficile, mais quand même assez sélectif. Et je pense que ça peut être assez plaisant de le voir courir l'année prochaine. En plus, son train sera un peu modifié, l'organisation de l'équipe pour les sprints sera un peu différente, d'autant qu'il y aura Paul Pénoët aussi pour assurer les sprints conventionnels. Donc vraiment, ça peut être assez intéressant de voir la prochaine saison avec son profil. Après, le problème pour lui l'année prochaine au Mondial, c'est que déjà, au niveau du leadership, il y en a un qui peut prétendre à un gros rôle de leader. C'est le deuxième de cette année, c'est Christophe Laporte. Alors, il faudra voir comment Vauclair organise sa sélection. On peut également penser qu'on amènera Julien Lafilippe avec un rôle de co-leader. Mais enfin, la saison est encore longue. Hein. D'ici là, il peut se passer tellement de choses que c'est encore difficile de faire des plans sur la comète. Mais faut faire attention par rapport au mondial et voilà, c'est encore très très loin. Et par contre, c'est vrai, je te rejoins par rapport à un calendrier plus tourné vers les classiques. Je pense déjà qu'on peut écarter le fait qu'il dispute le Giro l'année prochaine. Probablement, il devrait faire le Tour de France. Il faut voir encore ce qu'annonce la Groupama FDJ en début de saison sur les objectifs. En tout cas, Démare veut faire le Tour. Après, il faudra faire les choix. Il ne pourra pas mettre tous les leaders sur le Tour de France. Il faudra faire les choix au niveau de l'organisation, mais en effet, c'est possible. Ça va être sympa le petit triptyque Gaudu, Madouas, Démare sur le Tour. Ça va envoyer. Ça va envoyer du bois, ouais. Mais du coup, avec une saison de classique vraiment axée sur les Flandriennes, c'est compatible pour son premier bloc de partie de saison, et puis avant de basculer sur une deuxième partie de saison, Tour de France, plus championnat du monde éventuellement. Enfin, c'est plus facile que de faire classique flandrienne, plus Giro en tout cas. Puis même, c'est même pas incompatible de faire première partie de saison classique, le Tour de France en sera accent sur un entraînement sprinter, puis rebasculer sur un entraînement plutôt pour de classique, de
de passage de boss avant le mondial. Ce qui a quand même. Ah non, quoique. Ah oui, non, je dis une bêtise parce que le championnat du monde sera beaucoup plus rapproché du tour l'année prochaine. Donc, Oui, ça sera 2 semaines après la fin du tour, parce que ça sera début août, avec tous les championnats du monde réunis ensemble. Et en termes de profil, ça sera relativement similaire au parcours qu'on a vu sur le championnat d'Europe en 2018, qui avait été un sacré bordel, avec la victoire de Matteo Trentin devant Wout van Aert et Mathieu Van Der Poel. Pour finir sur Paris Tour, je voulais mettre un petit mot quand même sur le coureur qui a fini 3ème, c'est Sam Bennett, qui a fait une course assez étonnante, puisqu'on l'a vu finir 3ème au sprint, alors qu'il a passé quasiment 40 km en échappée à l'attaque. Il a été repris, il a été distancé dans la dernière côte de la journée, mais comment vous expliquez le fait qu'il était longtemps devant, longtemps à l'attaque, et il est capable de faire un aussi joli sprint que ça? Est-ce que peut-être le fait que d'avoir été en échappée, ça a permis de lisser son effort et de pas tant perdre d'énergie par rapport à ceux qui étaient dans le peloton, à se battre? Probablement. Après, en mine de rien, en échappée, il a dû s'employer. Je crois pas qu'il y avait d'équipiers déjà, et surtout, ils n'étaient pas non plus si nombreux, donc ils pouvaient pas se cacher. Et de mémoire, il a quand même passé de gros relais, notamment pour revenir sur le groupe. J'ai souvenir qu'il ait vraiment qu'il a fait de gros relais, ça m'avait étonné d'ailleurs. On aurait pu penser qu'il jouait un peu presque en protection de Jordi Meeus derrière. Finalement non, finalement c'est lui qui fait le sprint effectivement. Donc ouais, peut-être que le fait de lisser, comme tu dis, ça l'a aidé. Après, on n'a pas vu non plus le peloton particulièrement actif actif. J'ai l'impression que c'est autant bourriné sur les relances que d'autres années. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, je suis très très impressionné par sa performance, qui est vraiment très solide, et il sort un sprint très rapide, d'autant qu'il est un peu moins bien emmené qu'Arnaud Démare dans le final. Non, mais en fait, il était bloqué un peu par Arnaud Démare. Je crois que c'est Arnaud Démare qui libère un peu la porte, ce qui lui permet de sortir de la boîte, mais il restait 50 mètres, donc pas la place de remonter. Voilà. Donc, vraiment gros sprint de Sam Bennett. En tout cas, en plus, ça fait plaisir pour lui parce qu'il a eu une saison pas si évidente. On l'a pas trop vu cette saison particulièrement son avantage depuis son retour chez Bora. Bon, même s'il fait quand même une très bonne saison, mais par rapport à d'autres coureurs, mais en dessous de ses standards qu'il avait pu avoir. Donc ça fait plaisir de le revoir venir aussi bien. Oui, il avait remporté quelques succès avec notamment Danny Van Poppel qui le lançait parfaitement sur la Vuelta ou sur Eschborn-Francfort. Voilà pour ses principaux succès de la saison. Louis, est-ce que Sam Bennett t'a toi aussi impressionné dans sa manière de courir et de finir quand même encore au sprint 3ème? Sam Bennett, il fait une course énorme, tout simplement. Franchement, respect à lui, parce que il a été offensif et en plus il vient chercher un beau résultat. Alors on sait très bien, les sprinteurs, quand ils se retrouvent à jouer la gagne, ils ont une adrénaline supplémentaire et ça leur permet des fois de se surpasser encore plus, surtout quand on est un Sam Bennett, avec tout le palmarès qu'il a. C'est un coureur d'expérience qui a du coup bien géré son effort, on peut le dire. Mais ouais, je m'attendais pas à le retrouver dans le sprint au moment où il s'est fait prendre. Je ne sais même plus à quel moment il se fait prendre, s'il se fait prendre avec les autres attaquants. Mais ouais, il fait un sprint, il fait une course énorme. On l'avait vu très fort sur la classique de Francfort, qui est une classique qui se termine traditionnellement au sprint, malgré un parcours plutôt difficile. Il est là, il l'a remporté au sprint donc cette année. Mais ouais, je m'y attendais pas à ce qu'on voit une course aussi offensive de Bennett, et en plus voilà le très bon résultat derrière. Bon, franchement, très très belle course, bien surprenante, et pour le coup il est récompensé de ses efforts, là on peut le dire. On pourrait même lancer le débat, est-ce que c'était le plus fort physiquement de la course? Bon, ça on peut pas vraiment le savoir, mais on pourrait le penser en tout cas. Il a montré une sacrée force en tout cas pour sortir, rester aussi longtemps devant et avoir quand même encore de la force, de la puissance pour venir faire podium au sprint derrière Edouard de Teuns et Arnaud Démare. Donc là-dessus, sacrée performance physique qui laisse peut-être espérer une belle année 2023 après 2022 qui était un peu moins en réussite par rapport à ses standards. Même si bon, 3 victoires en World Tour, il y a beaucoup de coureurs qui aimeraient bien avoir ce palmarès là.
Et bien voilà, avec tout ça, on a bien évoqué l'ensemble de ce que l'on pouvait dire sur Paris Tour, après le Tour de Lombardie. On arrive donc tranquillement à la fin de ce podcast de débriefing des 2 dernières grandes courses de la saison. On n'oublie pas évidemment que la saison sur route n'est pas finie, il reste quelques courses cette semaine, et que la saison qui se finira mardi prochain avec l'arrivée du Tour de Langkawi, qui est cette année la dernière course de la saison. On saluera également au passage l'autre événement de la semaine et du week-end en cyclisme avec Filippo Ganna qui a explosé le record de l'heure. Plus d'1 kilomètre de plus à la marque, et qui a notamment dépassé la meilleure performance de l'heure qui avait été établie par Chris Boardman dans les années 90. Filippo Ganna, sur le vélodrome de Granges, a établi 56,792 km en 1 heure. Performance qui va être très compliquée à abattre pendant un petit moment. En tout cas, l'Italien a placé la barre très haut à quelques jours des championnats du monde de cyclisme sur piste qui ont lieu en France à Saint-Quentin en Yvelines, c'est de mercredi à dimanche. Et bien ces championnats du monde sur piste, on les débriefera la semaine prochaine dans notre prochain podcast dédié justement donc à ces mondiaux sur piste. Et donc en attendant le prochain podcast Chasse Patate, eh bien vous pouvez nous retrouver sur le site et le forum du groupe Eto, ainsi que sur nos différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à commenter, liker et partager ce podcast. Merci beaucoup Louis et Titouan, et merci beaucoup à vous qui nous avez écoutés. A bientôt dans Chasse Patate.